ça qu'il faut faire les choses et qu'il n'y a pas de raison d'appliquer des régimes différents. La deuxième chose, qui a été rappelée tout à l'heure, le RGPD, on dit c'est un texte européen, c'est vrai, et qui normalement ne nécessiterait pas de spécificité légale et qui n'a pas besoin que les États rajoutent des lois et ainsi de suite. C'est pas vrai. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des possibilités d'adaptation au niveau national. J'en cite les deux principales qui existent et qui sont déjà en été d'application. C'est les données sensibles. Donc certains types de données sont considérés comme sensibles. Donc c'est les données relatives à la santé, tout ce qui est des questions relatives à l'orientation sexuelle des gens, à des opinions politiques. Pour ce type de données-là, le règlement permet à chaque État membre de prendre des mesures de protection supplémentaires. Par exemple, la Belgique, d'où je viens, a déjà mis en place ce genre de processus en disant on souhaite protéger plus. Donc déjà, vous vous dites, c'est plus un texte complètement européen. Il va falloir aller voir dans chaque État national et chaque législation nationale. La deuxième chose, c'est l'âge de la majorité, ce qui a été dit tout à l'heure. En Belgique, c'est 13 ans. En France, on a déjà dit que c'était 15. Donc, alors qu'on est des pays relativement proches. Et donc, ce n'est pas du tout un texte qui est complètement européen. Et enfin, dernier petit préambule que je voulais aborder, c'est qu'on parle du RGPD ici, c'est ce qu'on m'a demandé, mais j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'il va exister un nouveau texte juridique européen qui viendra, qu'on appelle le futur règlement e-privacy, qui visera en fait à réglementer les pratiques sur Internet, spécifiquement les cookies concrètement. Comment on utilise les cookies, parce qu'on a bien vu tout à l'heure les grandes règles, c'est pas facile, parce que pour l'instant on a des bannières en bas de chaque site avec des cookies, il faut cliquer, c'est très lourd, c'est très compliqué. Le règlement veut au fait prévoir une exception en gros au GDPR en disant pour ce type d'activité-là, donc sur les sites internet, il y a moyen d'avoir un régime un peu plus souple avec des équilibres qui sont faits dans ce texte de loi. Il n'est pas encore voté, il est en cours. De ce que je sais, ça devrait être courant 2019 qui devrait être voté. Dans l'absolu, ça aurait été bien qu'il le soit en même temps que le GDPR. Il y a eu des blocages et il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce règlement qui peuvent être dites ici. La première chose, c'est qu'il est envisagé d'interdire, par exemple, le ciblage politique et de faire de la publicité politique. Je pense que c'est intéressant de le souligner aujourd'hui, jour d'élection aux États-Unis. Donc en Europe, on considère, ce n'est pas encore voté, mais qu'il serait interdit de faire du ciblage politique sur base de votre historique sur Internet, par exemple. On ne pourrait pas. C'est interdit en soi. Et la deuxième chose, mais je sais que l'idée a pris un peu de plomb dans l'aile, c'était de dire qu'on ne pouvait pas considérer qu'il fallait faire à chaque site, demander à chaque site de mettre des cookies avec une bannière qui permettait de les accepter, de ne pas les accepter, de choisir quels cookies on acceptait ou pas. C'était trop lourd et trop conséquent et très désagréable. Et qu'on a dit, c'est les browsers, donc les navigateurs Internet, qui auraient cette charge au début, la première fois que vous les ouvriez, à partir du moment où le texte est applicable, qui vous fixait le critère. Et vous dites, ben voilà, vous l'ouvriez, vous acceptez les cookies publicitaires, oui, non, vous le disiez une seule fois. Je sais que ça, apparemment, ce sera plus vers ça qu'on est, mais l'idée était belle. Et ça existe déjà, en fait. Les navigateurs ont déjà cette possibilité, techniquement, de bloquer pour tous les sites les cookies. Bon, il y a beaucoup de sites qui vont dire ça marche, mon site ne marche plus quand c'est comme ça, mais l'idée était belle d'imposer ça aux navigateurs. Maintenant, donc, on revient sur le RGPD en tant que tel. La première impact, on m'a demandé les impacts pratiques du RGPD. Ben, d'abord, c'est comme on l'a dit très bien tout à l'heure, je ne reviendrai pas trop là-dessus, il y a des entreprises qui n'étaient pas soumises avant le GDPR ou RGPD qui le seront. Notamment les sous-traitants, certains sous-traitants qui n'étaient pas avant le seront encore plus maintenant. Et enfin, le RGPD devrait être respecté. Pour un Européen, avant, en fait, la législation existait, elle n'était pas du tout connue, et les gens qui la connaissaient, ils ne la craignaient pas parce qu'il n'y avait pas d'amende, pas beaucoup de contrôle. Donc au final, la législation existait, mais on ne la respectait pas. Maintenant, tout le monde a entendu parler des amendes, donc on va respecter la législation. Ce n'est pas la même mentalité qu'aux États-Unis, par exemple, où la loi, on la respecte, par exemple Facebook, il a eu des problèmes en Belgique, justement, il a été condamné, il a respecté la décision tout de suite. Il y a d'autres entités qui ne respectent pas des décisions, parce que ce n'est pas la même culture directement, et donc, ici, les amendes sont dissuasives. Donc, on va devoir le respecter. Parce qu'en fait, le vrai changement, ce n'est pas tellement les textes, les grands principes, c'est de se dire, dorénavant, ben, il va falloir le respecter. C'est plus envisageable. Avant, il y avait des entreprises qui me disent, ben, je m'en fous de votre texte, je ne l'appliquerai pas, ce n'est pas économiquement intéressant de l'appliquer, je paierai les amendes, pas de souci, je n'étais pas élevé. Maintenant,
c'est plus possible avec les montants qui sont envisagés. Et enfin, il y a des pouvoirs de contrôle. Concrètement, une autorité de contrôle peut venir, par exemple, perquisitionner une entreprise, bloquer, saisir les systèmes informatiques et tout ça. Donc c'est assez contraignant. Donc maintenant que c'est dit, je vais reprendre 9 étapes vers la mise en conformité. J'ai rajouté le petit point à documenter. Comme on l'a dit, il faut pouvoir rendre des comptes, être accountable, donc il faut pouvoir documenter chacune de ces démarches-là. J'ai mis 9 étapes. En fonction du pays d'où vous venez, l'autorité de contrôle, des fois il y en a 5, des fois il y en a 10, des fois il y en a 13. On choisit le nombre. Moi j'ai pris 9 parce que je trouvais que c'était comme ça que je trouvais le plus intéressant. La première étape, pour être en pratique, est-ce que le GDPR ça va changer, quel que le RGPD va changer, c'est que toutes les entreprises doivent conscientiser leur personnel à cette question-là. Leur personnel, c'est-à-dire leurs employés, tous leurs employés quasiment, parce que ça doit devenir une culture de la protection des données et, par exemple, la sécurité. Pourquoi il faut que tout le monde soit impliqué dedans? C'est que si vous dites qu'il n'y a que le responsable de la sécurité de l'information et de la sécurité qui connaît la sécurité, ben, ça ne va pas marcher. Il faut que tout le monde soit concerné par ce sujet-là, sinon il y aura des problèmes. Pareil, on a dit tout à l'heure, on a expliqué ce que c'était le principe de privacy by design, c'est-à-dire qu'il faut implémenter donc protection dès la conception des logiciels et des systèmes, c'est-à-dire qu'il faut dès le début dans la conception prendre en compte les questions de protection des données. Donc par exemple, pendant la conception du logiciel, il faut y penser. Mais si vous n'expliquez pas à vos ingénieurs ce que c'est que la protection des données, ça sera trop tard dans le système et ils vont dire, mais moi, mon système que j'ai pensé, je ne sais pas faire ce qu'on me demande. Je ne sais pas effacer une donnée. Je ne veux pas, c'est que je ne sais pas le faire, effectivement. Donc il faut que tout le monde soit concerné. Et il faut l'expliquer à tout le monde. Donc le personnel et les dirigeants, évidemment, parce que c'est les dirigeants qui devront prendre en compte la notion du RGPD et se dire, ben voilà, est-ce que je fais ça ou pas, c'est eux qui devront le décider. Et j'aime bien en fait parler du principe de privacy by design parce qu'au fait, ça vient principalement d'une Canadienne qui s'appelle Anne Cavoukian, qui était une ancienne du commissariat. Donc, et c'est elle qui a beaucoup porté ce sujet-là. Donc je pensais intéressant de le rappeler qu'au fait, il y a des principes qui viennent d'ici dans le RGPD. La deuxième chose qu'une entreprise doit mettre en place, c'est un registre. En fait, un registre des activités de traitement, c'est-à-dire que je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et après je reviendrai sur cette slide-là. Ça, on va faire un Excel, un fichier Excel, et pour chaque type de traitement qu'on fait, ça prend une ligne. Sur la ligne, on écrit au fait le service. Donc on dit, ben voilà, j'utilise pour faire de la prospection de clients, ben j'ai mon listing client. Dans mon listing client, il y a le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, vous dites, ben voilà, c'était la finalité qu'on a dit tout à l'heure, donc la prospection. Troisième colonne, par exemple, est-ce qu'il y a des sous-traitants qui sont impactés pour ce type de traitement-là? Quel logiciel j'utilise? Donc chaque colonne, au fait, il y en a une dizaine de colonnes différentes, mais en gros, c'est un gros tableau qui reprend tous les types de données qu'on utilise. Ça fait un gros plan, en fait. C'est une grosse... Et après, grâce à ce registre-là, une entreprise sait ce qu'elle fait. En fait, elle sait ce qu'elle fait, et ça, déjà, c'est un gros boulot. C'est la première étape à apprendre et à utiliser, et ça, la plupart des entreprises, c'est pas facile à faire pour elles, parce qu'ils en ont peut-être 300 lignes, ça peut arriver. Et on n'est pas obligé d'en avoir Facebook pour en avoir 150 choses différentes. Et c'est en réalité obligatoire dans de nombreux cas, mais quand c'est pas, en fait, quand c'est pas obligatoire, c'est nécessaire en pratique, parce que vous allez m'expliquer comment on respecte tous les autres principes si on ne fait pas ça. Parce que c'est-à-dire qu'il va falloir expliquer, ben voilà, combien de temps, s'il y a un contrôle, comment vous allez expliquer ce que vous faites si vous ne savez même pas quel type de traitement vous avez. Donc ce registre-là, il est nécessaire d'office. Le registre, pour revenir tout à l'heure, ce registre-là n'est pas obligatoirement publié, ce n'est pas une obligation de le publier, mais dans un souci de transparence, ça pourrait s'envisager. Par exemple pour des administrations. Les administrations pourraient dire je le rends public. La troisième étape, c'est l'étape, maintenant qu'on a fait la cartographie de tout ce qu'on avait, on a fait un plan et on sait tous les traitements qu'on utilise, c'est de vérifier pour chaque donnée qu'on utilise, quel type de données qu'on utilise, quel est le fondement légal, donc c'est-à-dire tout à l'heure les six bases qui existent. Et vérifier par exemple la source des données. On me dit, ben, c'était légal, ils me disent que c'est un consentement, en fait je l'avais acheté cette base de données-là, et on m'avait garanti qu'il y avait eu un consentement derrière. Donc il faut aller revérifier au fait qu'il y avait bien un consentement derrière, parce que sinon, ça sera pour notre pomme quand même.
Et donc, il faut vérifier la finalité, donc il faut vérifier au fait les choses. Donc, il faut faire là, un grand nettoyage concrètement et vérifier ce qu'on a est bon. Et si le fondement légal est le consentement, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, bien souvent, ce n'est pas le consentement qui justifie le traitement et qui légitime le traitement, et qu'en réalité, quand vous signez ou quand vous cochez une case, en réalité, vous concluez un contrat au sens juridique du RGPD, c'est des fois un contrat et pas un consentement au sens du RGPD. Et donc ça, quand c'est le consentement, il faut faire bien attention parce que, comme les conditions, on l'a expliqué tout à l'heure, sont plus strictes qu'avant, ben, le consentement que vous aviez avant 2018, il ne vaut plus pour 2018 dans certains cas. Et donc vous devez faire une démarche de consentement, parce que s'il n'était pas bon avant, mais il est plus bon maintenant. Il n'est pas bon forcément, donc il faut faire une nouvelle démarche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le consentement il peut être retiré à tous les instants, donc il faut faire attention à cette possibilité-là. Et enfin, pour le consentement, il faut vérifier que quand on utilisait des formulaires en ligne, qu'il n'y avait pas des cases précochées. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de sites internet qui avaient les cases précochées, et si vous n'y étiez pas d'accord, il fallait décocher la case. Avant, ce n'était pas dit tel quel que c'était légal, ça l'était très probablement, mais ce n'était pas dit tel quel. Maintenant, c'est clairement illégal. Donc en fait, il faut qu'il y ait une démarche active de la personne, c'est-à-dire qu'elle doit cliquer sur le petit bouton pour que ça soit fait. Elle ne doit pas le décliquer. Par exemple, sur Facebook, ça vient un peu du même principe, c'est pas exactement la même chose, c'est ce qu'on appelle le privacy by default, donc c'est le principe que par défaut on est protégé. C'est un peu la même idée. Sur Facebook, avant, les profils Facebook étaient par défaut publics. Et il fallait aller dans les paramètres pour le sécuriser. Ça, c'est plus possible. Dans la même logique, c'est-à-dire par défaut on est protégé, et c'est la personne qui doit faire un acte pour libéraliser les données, pour les publier. C'est un peu la même logique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'assurer que toutes les données qu'on a étaient légales, on pouvait les avoir, et qu'elles sont encore nécessaires. On l'a dit tout à l'heure, les données, on doit les garder que pour une durée nécessaire. Si les données, vous dites, ah oui, mince, j'ai gardé ça, mais ça fait 10 ans que je ne les utilise plus, eh bien, en réalité, vous auriez dû les supprimer depuis 10 ans, très probablement. Et donc là, il faut le faire. Donc il faut vraiment faire un gros nettoyage. Et moi, il y a une entreprise qui m'a dit, moi, si je respecte ce que vous m'avez dit, je perds 40% de mon listing client. Et c'est emmerdant parce que je le vends, mon listing client, au volume. C'est votre problème. Il me dit, mais mon modèle économique, il est basé là-dessus. Et je ne peux rien si votre modèle économique, il est illégal depuis 30 ans. Parce que ça fait depuis 25 ans, parce que ça fait depuis la directive 95 que c'était comme ça. C'est pas de ma faute, c'était comme ça. Là, une obligation supplémentaire, on l'a dit tout à l'heure, les entreprises ont l'obligation de nommer un DPD, un délégué à la protection des données. On utilise plutôt l'acronyme anglais DPO. Il n'est pas formellement obligatoire dans tous les cas. En fait, les cas dans lesquels il n'est pas obligatoire sont relativement limités, mais comme toujours, c'est une étape nécessaire parce que si vous, dans une entreprise, c'est connu, s'il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de faire les choses, il n'y a personne qui le fait. Donc alors, il faut qu'il y ait un responsable à la protection des données, qu'on n'appellera pas forcément DPO, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse cette mission quand même, parce que sinon, si vous dites que c'est l'affaire de tout le monde, des fois c'est l'affaire de personne. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit la personne de référence. Et la mission donc, du DPO, c'est de conseiller de manière indépendante l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre de décision. Elle va juste dire, moi je pense que c'est pas une bonne idée, ou c'est une bonne idée. C'est pas elle qui va dire OK ou pas OK. Elle ne peut pas prendre de décision. Elle doit être indépendante et autonome. Elle doit donc conseiller l'entreprise et elle va servir de point de contact avec les autorités de contrôle et avec les personnes concernées. Ce n'est pas dit tel quel dans le règlement qu'elle servira de point de contact avec les personnes concernées, mais dans une petite entreprise, c'est généralement elle qui va quand même être la personne qui va faire le contact. Et si par exemple l'entreprise n'est pas établie en Europe, on l'a expliqué tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, il arrive des cas où une entreprise non européenne doit respecter le GDPR, le RGPD. Dans ce cas-là, l'entreprise a l'obligation de désigner un représentant en Europe, c'est-à-dire quelqu'un qui va servir justement de point de contact en Europe. Parce que, allez, vous êtes un citoyen européen et vous dites, ben, j'aimerais bien poser des questions à l'entreprise, mais il n'y a personne en Europe, ils parlent tous chinois, parce que c'est une entreprise chinoise. Je fais comment, moi, pour aller? Ou l'autorité de contrôle, elle dit, ben, j'aimerais aller contrôler cette entreprise-là, mais ils ne parlent que chinois, l'adresse, elle est là-bas, comment je fais? Non, l'entreprise a donc l'obligation d'avoir un représentant en Europe qui servira généralement de point de contact. Donc ça, toutes les entreprises, quasiment, doivent en avoir un en Europe. L'étape suivante, c'est qu'il faut vérifier les informations qu'on communique aux personnes concernées. En fait, en vertu du règlement
européen, il y a une série d'informations qui doivent être données à la personne. Par exemple, qui est l'identité du responsable, qui est l'entreprise qui traite les données, c'est pas toujours très clair. Quelles sont les caractéristiques du traitement, combien de temps les conserve, quelle est la finalité, que j'ai des droits. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des droits, donc il faut à un moment expliquer, vous avez le droit de faire ceci. Et toutes ces informations, il faut les communiquer. Donc l'entreprise, elle doit vérifier que ce qu'elle faisait avant, c'était ce qu'on appelait la privacy policy, donc les gros textes qu'on ne lit jamais, qui sont en bas à droite dans les pages Internet, qui sont assez difficiles à accéder ou illisibles, et il faut vérifier qu'elles soient lisibles, claires, avec des logos par exemple, et qu'en fait il y ait une transparence et que l'information soit bonne. Et ce qui était rarement le cas avant, parce que c'était devenu lisible. L'étape suivante, donc comme je vous l'ai dit, il y a un droit de transparence, mais la personne concernée, donc la personne dont on traite les traitements, la personne concernée c'est un terme technique, elle a des droits. Et l'important, c'est de s'assurer qu'on est en capacité technique et opérationnelle de les respecter. Parce que j'ai eu des entreprises qui m'ont dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne respecte pas le principe de privacy by design, il y a des entreprises qui disent, je veux bien effacer les données, mais je ne sais même pas où elles sont. Dans mon entreprise, ça arrive, les entreprises, elles ne sont pas toujours très mûres d'un point de vue de gestion de l'information. Et donc, elles ne savent pas, elle m'a dit, je dois aller les modifier, donc il faut aller les modifier dans 50 bases de données différentes. Je ne sais même pas cartographier, je ne sais pas, moi, aller les effacer, je ne sais même pas où elle est. La portabilité, n'en parlons pas, c'est-à-dire sortir les données dans une autre entreprise, je ne sais pas les faire sortir du système comme ça, c'est un système qui est propriétaire, avec des algorithmes, avec des systèmes, avec des formats qui me sont propres, je ne sais pas du tout les sortir. C'est pas possible. Donc ça, il faut vérifier qu'on est capable de le faire, et dans des délais relativement rapidement, parce que quand il y a une personne qui s'adresse à une entreprise, l'entreprise a 1 mois pour lui dire oui, je vous le donne, ou alors non, je ne vous le donne pas parce que vous n'avez pas le droit, ou alors donnez-moi un peu de temps, c'est une demande complexe. Mais 1 mois, si ce n'est pas pendant les vacances et que votre système informatique n'est pas du tout prêt, ça va aller très vite. Donc il faut mettre en place les procédures en amont et vérifier justement pour qu'on ait en capacité de faire tout ce qu'on doit faire. Je vais aller assez rapidement. Une entreprise, en vertu du règlement, elle doit avoir un niveau de sécurité adapté, niveau de sécurité physique. On l'oublie assez souvent, en réalité, à un petit retour d'expérience qu'on a maintenant, il y a aussi beaucoup de violations des données qui sont des violations physiques, c'est-à-dire qu'il y a un fichier, il y a un dossier papier qui a disparu, ou il y a une clé USB qui a disparu. Ce n'est pas un problème d'hackers russes qui sont venus aller voler des données, c'est vraiment des problèmes purement physiques qui ont été problématiques. Il faut mettre en place une procédure en cas de fuite, et comme je lui dis toujours, les délais sont courts, c'est 72 heures. C'est pas à ce moment-là, c'est pas quand il y a une fuite qu'il faut se poser les questions de comment on va faire. On l'a dit également, quand il y a des nouveaux traitements, dans un certain nombre de cas, il faut évaluer les risques avant de faire le traitement, prévoir les mesures pour éviter que le risque pour la personne ne se matérialise, et dans certains cas, c'est important, si le risque reste trop grand, c'est-à-dire je fais quelque chose qui n'est pas illégal en soi, mais qui est très risqué pour les gens, dans certains cas, il va falloir demander l'autorisation à l'autorité de contrôle qui est votre autorité de contrôle de référence. C'est-à-dire que dans certains cas, vous dites, je fais quelque chose d'ultra sensible, mais ultra intéressant, est-ce que vous me donnez une autorisation? Donc, il y a une autorisation qui doit être donnée dans certains cas, pour les choses très sensibles, mais ça a le mérite, je pense que c'est important de le souligner. On l'a dit également, quand il y a des transferts de données de l'Europe vers des pays hors Europe, en principe c'est illégal, sauf si le pays a une législation qui est adéquate, ou alors si le pays n'a pas une protection adéquate, il a mis en place des garanties particulières qui peuvent être des contrats, qui la lient elle-même ou qui lient ses employés. Et la dernière point important, c'est qu'une entreprise actuellement elle a plein de contrats avec ses sous-traitants et avec ses partenaires. Il faut qu'elle relise tous ces contrats-là. Parce que le règlement prévoit qu'avec vos sous-traitants, vous avez prévu le règlement, le RGPD, donc que vous devez vérifier que vos sous-traitants sont des bons sous-traitants, fiables, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de sécurité qui est bon, qui sont réactifs, c'est-à-dire que si vous leur demandez « je dois les faire effacer les données, dépêchez-vous de le faire », et ils disent « je sais où, il me faut 3 semaines pour le faire », ça ne va pas. Ou dans certains cas, ça ne va pas, donc il faut vérifier ça. Avec la confidentialité est bonne, qui coopèrent, et il faut prévoir dans le contrat les obligations de chacun. Et pour les partenaires, donc ce n'est pas vos sous-traitants, c'est des gens à qui vous êtes mis d'accord pour faire des nouveaux traitements, des nouvelles choses, donc qui n'obéissent pas à vos ordres,
c'est plutôt une coopération. Il faut prévoir qui fait quoi, par exemple. Si vous êtes deux entités entreprises qui avaient un listing client commun, il faut se dire, s'il y a une demande d'effacement des données, qui va le faire? Lequel des deux? Donc ça, il faut prévoir ça. Et enfin, en conclusion, donc, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup de formalités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de documents à tenir. C'est pas toujours adapté à une petite entreprise. Facebook, il va savoir le faire. Mais une petite entreprise, un petit indépendant qui a 150 000 clients, parce qu'ils vendent du parfum sur Internet, donc c'est pas un gros commerçant, il ne fait pas de pub, mais il a juste les emails et leur adresse physique, ben, il devra respecter le règlement. Et il va faire peut-être un petit fichier, il devra faire un mini-registre assez sommaire, parce que ben, il faut quand même tenir une espèce de comptabilité de cette matière-ci. Et donc, en fait, le règlement, il impose une boîte à outils, au fait. Il impose une boîte à outils, des outils qui ne sont pas toujours les très adaptés, mais ça reste des outils, c'est vrai. C'est utile. Tout ce qui est dit, c'est utile pour être conforme. Et donc, quand on dit tout à l'heure, le règlement, c'est au fait de la compliance pure, c'est des contraintes, ça va être lourd, on peut voir aussi ça comme une opportunité pour une entreprise qu'elle adopte une meilleure gouvernance des données, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas très mûres justement sur leur gestion des données, la gouvernance de leurs données, le fonctionnement de leur système informatique, elles ne sont pas douées, les petites entreprises. Et donc le règlement, quand on voit tout ce qu'elles vont déjà faire un listing, elles vont se rendre compte des choses, elles vont des fois se rendre compte qu'elles ont des données qu'elles n'utilisent pas. D'un point de vue économique, ça peut être intéressant de les revaloriser si elles peuvent le faire légalement. Mais donc ça peut être une chance, une opportunité pour l'entreprise de se poser les bonnes questions et donc d'avoir une meilleure gouvernance. Parce que franchement, faire de la compliance pour faire de la compliance, ça n'a aucun intérêt, et être compliance à 100%, c'est assez compliqué. Donc il faut aussi voir ça comme une chance. Donc voilà. Je vous remercie.